avoir certains de mes textes. C'est super. Bien. Je simplifie un peu. Oh non, voilà. On ne sait jamais. Ouais. Oui. Et ce matin, c'était pareil. Alors, je vais préparer un petit texte. Le micro sera plus simple. Je vais préparer un petit texte pour introduire la table ronde. Je vais vous le lire. Donc, depuis leur apparition en 1665, la principale fonction des revues scientifiques était d'organiser le débat entre savants et donc de contribuer à l'établissement des vérités scientifiques. Une fonction épistémique des revues scientifiques qui s'appuyait, qui s'appuie toujours sur l'évaluation par les pairs qui s'est développée notamment au XIXe siècle. Et le but des revues scientifiques est de contribuer à l'émergence des vérités scientifiques via le débat collectif. Alors, ça a un petit peu changé aujourd'hui, on en a parlé d'ailleurs ce midi, Johan y reviendra. Maintenant, les revues scientifiques sont devenues les supports, ou un des principaux supports des stratégies marketing des universités et des grandes écoles, et aussi des universitaires. Et aussi l'objet d'un commerce très très lucratif. On peut se demander si ces nouvelles fonctions n'ont pas pris le pas sur la fonction épistémique des revues. Au dépend évidemment des chercheurs qui pourraient être plus préoccupés de vérité. Mais en même temps, Internet a aussi changé la donne. Aujourd'hui, les chercheurs ont la possibilité, au moins sur le plan technique, c'est simplement une possibilité technique évidemment, de diffuser eux-mêmes leurs résultats scientifiques sans passer par les revues, et ainsi de se libérer des servitudes de l'édition scientifique contemporaine. Ils peuvent aujourd'hui, au moins dans certaines disciplines, faire connaître leurs travaux sur un site comme Archive ou sur d'autres plateformes analogues. Et si jusque récemment les revues traditionnelles étaient encore les seules à pouvoir organiser l'évaluation des travaux publiés, un site comme PubPeer commence aussi à changer un peu la donne. Et un site comme The Conversation vient également rebattre les cartes en permettant aux chercheurs, notamment aux chercheurs en sciences humaines et en sciences sociales, de vulgariser leur production académique, mais pas seulement, aussi de produire, dans une certaine mesure, des analyses originales. Dans ces conditions, les revues scientifiques sont-elles encore nécessaires à l'organisation du débat scientifique, et donc à l'établissement de vérités scientifiques? Et en considérant le rôle qu'elles ont dans les dérives de l'évaluation de la recherche, je reprends un titre, un livre récent d'Yves, avec la multiplication d'indicateurs de performance pas toujours très bien maîtrisés, ne sont-elles pas devenues contre-productives sur le plan épistémique? Sur ces deux questions que je vais commencer à poser à nos 4 intervenants. Alors en commençant par Johan Bazin, donc, vous connaissez, professeur associé à l'EM Normandie, président de la SPSG et co-éditeur en chef de la revue Society and Business Review. Tu vas pouvoir revenir là-dessus. Claude Forest, directeur de recherche à l'INSERM, éditeur de la revue Biochimie, et très bon connaisseur donc, de PubPeer, site d'évaluation des publications scientifiques, pour nous en dire plus. Yves Gingras est historien et sociologue des sciences à l'Université du Québec à Montréal, titulaire de la chaire du Canada en histoire et sociologie des sciences, directeur scientifique de l'Observatoire des sciences et des technologies, et auteur notamment donc d'un livre intitulé Les dérives de l'évaluation de la recherche, paru en 2014. Et enfin, Didier Pourquerie, vous êtes journaliste et cofondateur du site The Conversation et membre du Board International. Donc, je vous pose ces questions. Je vais commencer dans l'ordre alphabétique par Johan.
Les revues scientifiques sont-elles nécessaires à la vérité scientifique et ne sont-elles pas devenues contre-productives? Vaste question. Alors, j'en parlais ce midi, donc vous savez à quel point j'abonde dans le fait qu'il y a une dérive de la manière dont les revues scientifiques sont utilisées, mobilisées dans le champ, à la fois comme produit marketing pour les publishers et comme outil d'évaluation pour des institutions et des parties prenantes sur les chercheurs. Maintenant, dans mon expérience, malgré ces dérives-là, à l'intérieur des revues, on reste dans à mon sens, on reste dans une logique relativement que j'appellerais de profession, professionnelle, où on arrive à quand même préserver le travail qui s'y fait. C'est-à-dire, les dérives importantes du champ ne se retrouvent pas dans un couplage direct et dans la même mesure à l'intérieur. On continue à avoir des revues dirigées par des chercheurs, évaluées par les pairs, en double aveugle, avec une prise sur le travail éditorial, une mainmise sur le travail éditorial. Donc la dérive est moindre. Mon expérience dans la direction de revue, c'est plus ce que je reçois, les papiers qui sont soumis, qui sont symptomatiques. Ils passent pas. Ils passent pas. J'ai un taux de desk reject de 80%. Mais je reçois énormément de papiers qui ne sont pas finis. Dans l'urgence du publish or perish, dans l'urgence de il me faut mes étoiles, ou il me faut une publication de plus pour ma promotion, on reçoit des travaux qui sont indignes. Alors, personne ne dit rien, je ne vais pas déranger des évaluateurs pour ça, je les rejette, j'essaye de faire un paragraphe à chaque fois, mais je veux dire, des soumissions pour une micro-revue comme la Society and Business Review, c'est 3 à 5 soumissions par semaine. Prenez une semaine de vacances où vous avez une semaine de travail administratif et puis vous avez 10 papiers sur votre bureau. Enfin, je veux dire, et donc on n'a pas toujours le temps de faire bien le travail, mais c'est dans l'évaluation, le travail avec les reviewers, mon expérience d'auteur, de reviewer et d'éditeur, c'est plutôt intéressant, je ne vois pas la dérive. Par contre, les papiers qui arrivent en première soumission, il y en a qui sont vraiment porteurs de ces dérives-là, où on écrit n'importe quoi. Il y a un certain nombre d'études qui ne seront jamais publiées, moi je ne les revois jamais passer, et j'espère qu'elles ne passent nulle part, parce que dans l'urgence, le but n'est plus de créer de la connaissance, accumuler de la connaissance, tester de la connaissance, explorer des choses, c'est de faire un papier. Donc il y a voilà, je veux dire, le questionnaire passé à 350 étudiants en MBA de l'institution locale sur, je sais pas moi, j'en ai eu un il n'y a pas longtemps, la consommation de luxe au Bangladesh, j'ai des trucs complètement délirants, sur une grille de marketing américaine, avec aucune considération locale. Voilà. Là on voit la dérive. Mais tant qu'on tient un peu la maison, je ne vois pas la dérive à l'intérieur. Je vois des papiers pas passionnants qui passent, mais ça fait longtemps. J'en vois pas beaucoup qui sont aberrants au regard des lignes éditoriales et du travail. Je trouve que le symptôme, c'est on cherche à produire des papiers. Je ne pense plus qu'on cherche à faire progresser la connaissance. Je ne parle pas de vérité, j'évite exprès pour l'instant. Voilà, je pense qu'on intègre ces contraintes-là. Et on s'assujettit nous-mêmes à ces logiques-là, et on envoie des papiers, des fois, on sait très bien que ça ne devrait même pas être accepté, et que c'est un peu honteux. Donc la dérive, je la vois à la frontière, autour, et puis un petit peu dans ce qu'on essaye d'envoyer, mais quand même, en général, ça passe pas. Allez, on fait un tour de table, on commence avec un tour de table, puis ensuite on commencera avec une parole. Merci pour cette invitation. Je souscris à ce qui vient d'être dit. Avant de commencer, je veux dire que je suis chercheur INSERM, directeur de recherche, mais je ne suis pas mandaté par l'INSERM ici pour parler de PubPeer, bien sûr. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que je suis effectivement rédacteur d'un journal qui s'appelle Biochimie. Alors, Biochimie, c'est le journal de la Société française de biochimie biologie moléculaire, une société comme la vôtre, et qui est, je reçois, moi en tant que rédacteur, environ 140 papiers par an, et c'est Elsevier qui est le publisher en anglais, donc l'éditeur en français.
bon, vous m'avez demandé de parler de PubPeer. Je ne suis pas du tout impliqué dans l'organisation de PubPeer. Je pense que c'est important que je dise ça. Mais simplement, j'ai commis un éditorial sur PubPeer, donc c'est peut-être pour ça que vous m'avez demandé d'en parler. Et puis, c'est un site PubPeer qui me paraît extrêmement intéressant. Voilà, c'est pour ça que j'ai accepté cette invitation. Alors, de quoi s'agit-il? Le créateur de ce site s'appelle Brandon Stell. C'est un Américain qui travaille en France. Il est au CNRS actuellement. Et j'allais dire un peu par chance, on n'est pas dans le même laboratoire, mais son bureau est juste au-dessus du mien. Donc c'est facile pour moi d'aller discuter avec lui si j'ai besoin d'enseignements sur PubPeer. Alors, la création de PubPeer démarre de la façon suivante. C'est un site californien. Le site est abrité aux États-Unis, en Californie. Brandon Stell a fait sa thèse là-bas en Californie et il s'est rendu compte, comme quand on est chercheur, on fait souvent des réunions de laboratoire où on discute d'articles scientifiques. Et la plupart du temps, on va se rendre compte que les articles dont on discute en réunion d'équipe, en réunion de laboratoire, il y a plein de choses qui ne vont pas dedans et parfois des choses qui sont très problématiques. Or, c'est publié dans des journaux avec une notoriété importante. Donc, Brandon s'est dit, ok, on a tous cette même réaction, mais lui, il a eu l'idée de faire ce qu'il a appelé un journal club international, c'est-à-dire un site sur lequel des commentateurs, on va dire des gens du domaine, peuvent librement commenter les articles scientifiques en déposant des commentaires sur le site. À partir de ce moment-là, le site envoie un email à l'auteur correspondant de l'article qui sait qu'il y a une remarque sur son article et qui donc peut répondre. Alors, au début, quand il a constitué ce site, il m'a expliqué ça, les gens qui soumettaient des commentaires devaient s'inscrire sur le site. Les commentaires étaient ou pas anonymes, mais il y avait une inscription sur le site. Et ça marchouillait pendant 6 mois, 1 an, ça a créé en 2012, il n'y avait pas grand-chose, pas beaucoup de commentaires. Et il y a eu plusieurs remarques, beaucoup de remarques de ses collègues, lui disant, écoute, moi je veux bien commenter, mais je ne veux pas du tout m'inscrire, je ne veux pas que mon nom apparaisse où que ce soit, parce que ce que je vais dire sur les articles en question, c'est pas sympa, et je ne veux pas qu'il y ait de rétorsion contre moi de la part, éventuellement, d'un grand chercheur renommé qui verrait que moi, petit chercheur, je commente son article, sur un plan scientifique bien sûr, mais qui ne va pas aimer, etc. Donc il s'est dit, on va supprimer complètement l'inscription, donc tout est complètement anonyme. Donc les commentaires peuvent ou pas, vous pouvez très bien faire un commentaire en laissant votre nom, mais vous pouvez faire des commentaires complètement anonymes. Et à partir de ce moment-là, ils ont vu le nombre de commentaires augmenter de façon extrêmement importante. Je crois qu'ils en sont, il m'a dit maintenant, à, je ne sais plus, c'est 25 000 ou 35 000 commentaires. Pardon, non, je crois qu'il y a 25 000 articles avec... non, si c'est ça, c'est 25 à 30 000 articles de 3 000 journaux, quelque chose comme ça, à peu près. Et le site est visité 400 000 fois par mois. Donc c'est vraiment, ça a beaucoup augmenté, le fait de faire ça a beaucoup augmenté. Évidemment, la contrepartie, ça a été que, étant donné que c'est anonyme, vous imaginez bien qu'il y a eu des problèmes liés au fait que c'était anonyme, c'est-à-dire est-ce que c'est pas un site de délation, etc. En sachant quand même que tous les commentaires sont modérés, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de personnes qui modèrent les commentaires et qui ne laissent passer sur le site que des commentaires avec une structure scientifique d'analyse d'articles, pas aucune remarque diffamatoire, etc. Alors bien évidemment, beaucoup des collègues, on va dire, attaqués sur PubPeer n'aiment pas ça, même si on voit bien que les figures d'articles, etc. sont problématiques. Je passe sur les détails, des choses à arranger, du Photoshop, pour modifier les figures, etc. Mais évidemment, ça ne fait pas plaisir quand on voit qu'un de ces articles est attaqué. Et donc, bon, il y a eu, vous savez, dans les médias, un certain nombre de cas médiatisés de problèmes. Je ne vais pas tout rentrer dans les détails. On en pense qu'on en veut, mais en tout cas, le site est là, il existe. C'est une façon... alors, ça s'appelle un Post-Publication Peer Review System, un système d'expertise après publication. Et c'est une façon, on va dire, d'analyser la science en la critiquant éventuellement, en sachant qu'il y a
réponses possibles et des commentaires qui peuvent se succéder sur des articles. Et je trouvais ça, on va dire, intéressant pour l'évolution de la science. Voilà. Merci. Donc, moi, je parlais plutôt comme observateur des transformations. Ici, on a des acteurs qui sont dans le domaine. Et la première chose que je veux faire observer, c'est que ce dont on parle varie beaucoup selon les disciplines. D'abord, les sciences de la nature, la crise des publications scientifiques, tout le débat autour du libre accès a commencé dans les sciences dures à cause de la croissance exponentielle des prix des revues de chimie à 10 000 $ ou à 15 000 $. Les sciences humaines et sociales ont un grand nombre de revues, sont organisées par des sociétés savantes, dont le coût annuel peut être de quelques centaines de dollars, n'avait pas ce problème. Donc, il y a des différences similaires. L'autre chose, c'est que je crois que ce n'est pas un hasard qu'ici, on parle de ces questions-là avec des gens de sciences de la gestion, parce qu'effectivement, dans les domaines des sciences sociales et humaines, les économistes, et comme les gestionnaires des sciences de la gestion est de plus en plus associés aux économistes, ont, eux, été les plus, comment dirais-je, oui, les plus affectés, les plus affectants. C'est ces écoles-là qui ont pris ces décisions-là. Ce sont ces chercheurs en économie qui acceptent de classer les revues avec les facteurs d'impact à 3 décimales. Quiconque a fait un cours de physique sait qu'il n'y a pas beaucoup de mesures en physique à 3 décimales. Hein? Si je vous dis qu'ici, il fait 22,034 degrés, vous allez rire. Mais quand on vous dit que le facteur d'impact de votre revue est de 12,034, tout le monde trouve ça sérieux. Donc, ça veut dire qu'on est dans un univers un peu délirant. Okay? Donc, ce n'est pas un hasard que les crises, par exemple, dans le domaine biomède, ceux qui ont commencé à critiquer les facteurs d'impact, les citations, c'était le domaine des recherches biomédicales. Ce n'est pas un hasard, parce que c'est là aussi on a commencé à délirer sur donner des primes, par exemple. Vous savez, dans les écoles de gestion en France ou ailleurs, on donne des primes en fonction du facteur d'impact de la revue. Et quand on demande à ces gens-là c'est quoi le facteur d'impact, ils ne savent probablement même pas comment c'est calculé. Et ils comparent des facteurs d'impact de revues qui sont incomparables. Donc, c'est du grand n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai parlé de la fièvre de l'évaluation de la recherche. Et ça varie selon les domaines. Il y a encore beaucoup de domaines, comme l'histoire, l'anthropologie. Par exemple, sur le comité européen de la recherche, j'ai siégé pendant 3 ans sur l'évaluation par les comités. Et jamais en 3 ans, quand on a évalué tous les dossiers, quelqu'un nous disait « Ah, mais quel est le facteur d'impact de cette revue? » Mais non, on regardait le dossier, on était une quinzaine de différents pays, États-Unis, Brésil, Québec, un peu partout, et on évaluait sur le contenu. Donc, c'est là où on a institutionnalisé des listes avec des classes ABC. Et je ne connais pas le domaine de la gestion, mais j'avais regardé pour le classement européen des revues d'histoire et de sociologie des sciences, que je connais très bien, et j'ai constaté une corrélation assez intéressante entre le fait que les revues classées A étaient en gros anglo-américaines, ou soi-disant internationales, les revues classées B étaient nationales françaises, et les revues classées C étaient régionales. Donc il y avait une corrélation que j'appelle une corrélation qui correspond à une forme de colonialisme de l'esprit, où ce qui était en anglais à l'étranger était considéré par définition comme international, sans qu'on nous définisse ce que signifie une revue internationale. Qu'est-ce que ça veut dire? La visibilité internationale d'une revue n'est pas synonyme d'un contenu international. Exemple simple, la revue American Journal of Sociology, pour prendre un domaine que je connais, est à 91% écrite par des auteurs américains. Donc, c'est une revue américaine. Le British Journal of Sociology a uniquement des auteurs britanniques à 70%. Donc, elle est 30% plus internationale. Elle a des auteurs canadiens, néo-zélandais. On comprend que c'est parce que les Britanniques avaient un empire, mais peu importe. Ça veut dire que dans leur revue, il y a des Canadiens, des Néo-Zélandais, des Australiens et même des Américains. Mais dans la revue américaine, il n'y a que des Américains. Ça ne dit pas que la revue n'est pas bonne, ça dit que c'est une revue américaine. Donc on joue sur des mots et on vit sur des mythologies de qu'est-ce que est international, et ça a des effets pervers qu'on vient de décrire. Le publisher perish, et comme vous avez dit, les gens veulent leur étoile. On est dans un univers de fous. Okay? On est dans un univers de fous. Ah oui, ça, c'est à 2 étoiles, je peux pas. Je n'enverrai pas ça à ta revue, bien que mon papier corresponde au fond à ton audience. C'est là que je serai lu, mais toi, tu as 1,5 étoile, l'autre a 3 étoiles, donc je vais l'envoyer là, et s'il refuse, je vais descendre jusqu'à ce qu'on accepte, qu'on daigne bien publier
que j'ai la promotion. Donc, il faut réagir à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ce délire-là qui a commencé vers 2005, aujourd'hui, il commence à avoir des réactions. J'en prends un exemple, c'est que vous savez, peut-être, qu'est paru il y a quelques années sur le web, le Slow Science Manifesto, donc le manifeste de ralentir la science, qui dit, non, on ne fera pas 3 articles de merde par année, on va en faire un qui va être un peu plus consistant et qui va être vérifié 3-4 fois avant de ça. Et le fait que la qualité diminue, on a une mesure relativement simple, même en sciences de la nature, c'est la croissance exponentielle depuis, en gros, disons, une dizaine d'années, du nombre d'erratums ou de corrigenda. Donc, tu publies une fois, tu dis, ah, finalement, j'ai publié ça vite, et donc quand je refais l'expérience 3 fois, ça ne donne pas exactement la même chose, mais bon, ça change, on dit toujours, ça ne change pas la conclusion. Bien sûr que non, parce que sinon, tu es dans la merde. Donc, le nombre aussi de rétractations, là, c'est plus grave. Tu te dis, ben, finalement, j'ai publié trop vite, je retire le papier, parce que c'est pas reproductible. Et les problèmes de reproduction, on comprend qu'ils sont plus élevés en sciences biomédicales qu'en physique ou en chimie. Et donc, cette accélération absurde de la science, il faut y réagir. Et dernière chose, c'est qu'effectivement, avec Internet, je ne crois pas, et je suis d'accord avec ce que vous dites, qu'en pratique, les revues vont disparaître parce que s'ils disparaissaient, je vous prédis sociologiquement qu'ils vont être réinventés parce que la seule façon de contrôler la quantité infinie d'informations et surtout de conneries qui se dit, ben, c'est que finalement, chaque sous-communauté, bien qu'elle ne soit pas parfaite, hein, les mailles de l'évaluation par les fers ne sont pas parfaites, ils passent des erreurs. Puis souvent, on les trouve quelques années après, mais on les trouve. Okay? Donc, l'évaluation par les pairs est incontournable. C'est la façon de gérer un surplus d'informations. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que les disciplines, en réalité, se divisent en spécialités de plus en plus pointues. Si quelqu'un me dit qu'il fait de la recherche en physique, ça ne veut rien dire. Il ne fait pas de physique. Personne ne fait de physique. Il fait de l'optique. Il fait de l'astrophysique. Il travaille même en astrophysique, il travaille sur les trous noirs et non pas sur les naines blanches. Donc, il faut qu'il envoie ça aux bonnes revues. Donc, les revues sont là pour rester. Et par contre, ce qui est la révolution Internet, elle aurait pu permettre, mais les scientifiques, c'est une bande de conservateurs, elle aurait pu permettre une révolution qui n'a pas eu lieu, c'est de reprendre le contrôle contre Elsevier de la publication. Et comme un bon nombre de revues, par exemple, de American Physical Society, donc Physical Review, ben, ça appartient quand même à une société savante, pas à Elsevier ou à Sage ou à name it. Vous pouvez choisir. Donc, il y a une capacité technologique, comme Erwan le disait, de reprendre, mais ma prédiction, c'est que les gens ne le font pas parce qu'ils croient au facteur d'impact et ils veulent envoyer ça aux revues. Et on a amené une confusion, il viendra peut-être plus tard, entre libre accès et revues prédatrices. Et cette confusion-là, à mon avis, elle est entretenue consciemment par les grandes organisations qui avaient compris qu'ils pourraient perdre le contrôle des revues. Parce qu'avant, le coût d'entrée à créer une revue était élevé, il fallait imprimer du papier, c'était compliqué. Là. Maintenant, et d'ailleurs, ça explique l'apparition des revues prédatrices. C'est qu'on a transformé l'unité, ce que j'appelle l'unité de connaissance, qui était un article, que ce soit E égale MC2 ou même une étude sur le vote dans le sud des États-Unis. C'est une unité de connaissance intéressante, qui était dans un article qui permettait la circulation des connaissances. On a transformé cet article-là en unité comptable. Devenu une unité comptable, on a multiplié les unités comptables, ce qui fait qu'atterrissent sur votre bureau 3 fois plus d'articles que prévu, qui sont dans les 3 quarts. Donc, vous faites plus de travail pour justement mettre à la poubelle dès le départ. Donc, le système est déréglé. Et je pense que les chercheurs commencent à réagir en ralentissant la science, et c'est ce qu'il faut faire. Merci. Juste 2 ou 3 mots pour rappeler à ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que The Conversation. Donc moi je suis un des cofondateurs, j'étais avant au Monde, j'étais directeur adjoint de la rédaction au Monde, et en 2015 avec 3 copains on a lancé la version française de The Conversation qui avait été lancée en Australie, car c'est un site australien, ce n'est pas un site américain. C'est un site australien lancé en 2011. C'est quoi? C'est un site où des chercheurs, aujourd'hui, des enseignants-chercheurs, aujourd'hui il y en a 70 000 dans le monde, partagent leur savoir vis-à-vis du grand public. Qu'est-ce que c'est The Conversation? C'est d'abord une plateforme
une plateforme où des textes sont commandés par des journalistes. Il y a une centaine de journalistes dans le monde qui sont réécrits par des journalistes pour être vraiment grand public, et ensuite qui sont validés par les auteurs. Aucun texte qu'on publie n'a pas été validé par l'auteur. On ne peut pas publier un texte qui n'a pas été validé par son auteur. Donc c'est un lieu de assez grande liberté, puisque c'est une association en plus à but non lucratif, sans pub. On vit, comme toute association, des cotisations des membres, et les membres, c'est l'INSERM, UQAM, l'école de management de Normandie, le SCP, etc. Tout ça, c'est des gens, plus quelques fondations thématiques, comme la fondation MGEN, ou des gens comme ça. Donc, ça fait un budget, c'est un budget de Conversation France, il n'y a pas de mystère, puisqu'on est une association, c'est 1 400 000 €, et avec ce 1 400 000 €, je paye des salaires de journalistes qui vont commander des papiers et réécrire des papiers. Bon, disant ça, une fois qu'on a dit ça, il y a deux éléments à prendre en compte. C'est pas une revue. J'ai un comité éditorial, avec au comité éditorial des anciens grosso modo, c'est une bande d'anciens vice-présidents d'université ou de directeurs de labo, de directeurs de recherche, de directeurs de labo ou de vice-présidents, pardon, recherche d'université et d'école. Ça, c'est mon comité éditorial qui fait un travail plutôt ex post et qui nous tire les oreilles si on a publié des papiers qui sont plutôt des papiers d'opinion plutôt que des papiers d'analyse. On essaye d'éviter tout papier d'opinion ou de commentaires, parce que les commentaires, il y en a partout sur Internet, alors que des analyses et des choses comme ça, il y en a peu sur Internet. C'est un site d'actualité, mais c'est aussi un site d'actualité de la recherche. Ce matin, on publie par exemple, et ça répond une partie à votre question du début, on publie un papier sur l'aspect cellulaire du cancer du sein. C'est un papier qu'on a publié parce que une équipe d'auteurs l'avait publié dans une revue, Cell, je ne sais pas trop, je ne me souviens plus exactement, enfin une grande revue, là, 2 ou 3 classées dans les domaines, dans son domaine. Voilà, et après, une fois que leur recherche a été publiée dans une revue, une grande revue, ils nous en font une version vulgarisée. Grosso modo, ils prennent l'abstract, ils le décomposent, et puis on en fait un papier grand public. Voilà. Ça, c'est un cas fréquent. Et puis le reste, c'est des analyses originales. Mais si je dis que c'est une plateforme, c'est pour d'autres raisons. C'est une plateforme parce que c'est une plateforme qui permet, de la science participative. Quand les gens du Muséum d'histoire naturelle, quand les gens de l'INRA lancent des programmes de sciences participatives, ils peuvent s'appuyer sur les très nombreux lecteurs de The Conversation. Je vous rappelle que The Conversation, enfin je vous apprends, que The Conversation, c'est 11 millions de pages vues, de visiteurs uniques dans le monde, et qu'en France, on a 770 000 visiteurs uniques par mois. On a 3,5 millions, ou entre 3,5 millions et 4 millions de pages vues par mois en France. Donc ça fait beaucoup de lecteurs, ça fait beaucoup de gens. Donc pour faire de la science participative, c'est pratique. Donc ça peut être utilisé comme ça. Autre chose, c'est une plateforme de rencontre. Exemple, il y avait un très bon papier d'une chercheuse sur l'autisme chez les femmes et comment c'est difficile à être décelé. Pourquoi c'est difficile? Parce que les tests ont été faits plutôt pour des hommes. Elle a fait ce papier très intéressant. On l'a traduit, parce que c'est notre boulot, on l'a traduit en anglais et en espagnol pour qu'il voyage dans tout le réseau. Et un auteur de Floride, un chercheur en Floride, a pris contact avec l'auteure française en disant « Ah mais vous voyez, c'est bizarre qu'on se soit jamais rencontré dans un colloque parce que je travaille sur un domaine qui est très proche du vôtre, faisons quelque chose ensemble. » Donc ça, c'est le deuxième aspect de plateforme. Troisième aspect de plateforme, c'est des auteurs qui se mettent ensemble
sur un domaine. Exemple, l'affaire de Société Générale. Et ça, on connaît tous le groupe qui s'occupe de ça, puisque c'est autour de Jean-Philippe Denis et de l'équipe WikiSG. Mais il y a d'autres groupes comme ça qui se forment en disant on va être plusieurs disciplines pour travailler sur un dossier et on fera des papiers, bien sûr, grand public. C'est des papiers de 10 000 signes, hein, c'est pas très, très long, 8 000, 10 000 signes. Mais on va couvrir le domaine, une question d'actualité, disons, d'actualité très large, hein, sous plusieurs angles. Et enfin, c'est une plateforme où on peut discuter des revues. Et je me suis amusé pour préparer cette table ronde à regarder le nombre de papiers qu'on avait publiés sur les revues. Et la critique des revues, et les étoiles, et tout ça. Il y a une quinzaine de papiers qu'on a publiés. Alors on a un chroniqueur qui est très vocal, comme on dit en anglais, là-dessus, qui s'appelle Marcello Vitali Rossati, qui est de l'Université de Montréal, qui est vraiment, qui est très, presque, c'est un chroniqueur, hein, c'est une chronique qu'il fait, c'est pas des analyses. Et les chroniques, il défend vraiment une reprise en main par les chercheurs de leur capacité d'édition. Il réfléchit sur qu'est-ce que c'est vraiment qu'une revue et qu'est-ce que ça devrait être, etc. Ensuite, on a eu pas mal de débats autour justement des revues de gestion qui ont été lancées au départ à l'intérieur de la Revue française de gestion. Mais du coup, moi quand j'ai vu ça, je suis au comité éditorial de la Revue française de gestion par ailleurs, parce que c'est un peu mon domaine de départ. Et donc, quand j'ai vu ça, je dis, oh là, ça m'intéresse, ça. Si vous voulez avoir un peu plus d'impact grand public sur votre débat, venez faire des papiers un peu plus courts et un peu plus grand public sur ce sujet. Et donc, par exemple, Aurélien Rouquet de Neoma a fait un papier face à l'évaluation par étoile, chercheurs en gestion, virgule, révoltons-nous. Donc ça, c'était un papier très intéressant, une critique surtout de la standardisation et de la méthodologisation des trucs. C'est-à-dire, grosso modo, des articles revus par des obsédés de la méthodo, et puis le reste, ils s'en foutent un peu. Bon. Donc ça, moi, j'ai pas d'avis là-dessus, hein. J'ai pas de compétences non plus. J'ai juste, je publie pour enrichir le débat et pour nourrir le débat. Du coup, quelqu'un comme Henri Zimnovich du CNAM a répondu à Aurélien Rouquet. Et donc, il est là, voilà, bravo. Et donc, ça a fait un super dossier, parce que petit à petit, le dossier, il s'est enrichi. Et là, on est aujourd'hui, je vous dis, à une quinzaine de papiers, et quand on les regarde, quand on fait sur le moteur de recherche une recherche là-dessus, on s'aperçoit que là, on a vraiment un débat. Et je trouve que c'est une autre manière qui me fait plaisir, dont The Conversation, grosso modo, marche bien, même si on n'est pas très spectaculaire, parce qu'on est par définition un média plateforme, donc on n'est pas un média... Notre objectif, c'est pas d'avoir plein de pubs et d'avoir beaucoup de visibilité. On est plutôt un média modeste, un média de second rang. Mais moi, je trouve que là, on est utilisé comme il faut par des auteurs qui s'y rencontrent, prennent contact et se sont appropriés la plateforme de manière positive, je trouve. C'est-à-dire qu'ils ont dit, ben, c'est notre... Moi, j'arrête pas de dire quand je vais voir, avant-hier, j'animais un atelier aux journées doctorales du CNAM, aux journées la veille Grégoire, et je dis toujours aux gens qui sont membres de The Conversation, c'est votre site. Et vous en faites pas, on ne va pas se faire du fric dessus, puisqu'on est une association à but non lucratif. Donc là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté, on n'est pas un éditeur. Hein, on n'a rien à vendre de particulier. En l'occurrence, on ne vend rien. Tout est gratuit. Donc, du coup, ça détend tout le monde et les gens peuvent s'y retrouver. Donc, en revanche, je dois reconnaître qu'en sciences dures, un des critères qu'on a, moi, la chef de rubrique sciences chez moi, c'est l'ancienne patronne de la recherche, la revue La Recherche, Aline Richard.
Aline, elle se base quand même pas mal sur les publications scientifiques en sciences dites dures pour accepter des papiers ou pas. Parce qu'il faut bien qu'on ait des critères. Et que nous-mêmes, on n'est pas des reviewers, on n'est pas des scientifiques, on est des médiateurs, on est des passeurs de savoir. Donc, on est obligé de faire relativement profil bas. Sauf quand, par exemple, on se saisit d'un sujet, parce qu'on sent, on est des journalistes quand même, qu'il y a un sujet à faire. Et si je finis là-dessus, il y a eu une affaire que vous avez tous suivie, qui était l'affaire des bébés sans bras. L'affaire des bébés sans bras, c'est une affaire très intéressante, parce que ça met en cause à la fois le système de veille étatique sur la question, mais aussi tout un tas de débats à l'intérieur, de débats statistiques, de débats compliqués, et qui par définition, dans les médias, sont toujours hyper simplifiés. Donc nous, on a essayé d'être entre les deux, et de monter avec des chercheurs des articles qui apportent des choses vraies, des choses vérifiées. Alors, je finis là-dessus, hein, je promets. Des choses vérifiées. La première chose, ça a été de trouver des chercheurs qui étaient d'accord pour écrire. Parce que beaucoup ne voulaient pas se mouiller, parce qu'il y avait un tel antagonisme entre certains et puis d'autres sur ce sujet, qu'il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas trop se mouiller. Mais on a réussi à fabriquer non pas un article, mais un dossier, c'est-à-dire, encore une fois, un ensemble de papiers avec différents angles. Voilà. Après c'est au lecteur de se faire son opinion s'il veut. Voilà. Excusez-moi, j'étais un peu long. Mais... Non, du tout, passionnant. Merci beaucoup. Quand je vous entends, j'ai l'impression qu'à côté, on a peur de devoir être un peu pessimiste. Quand on entend Johan et Yves, quand Yves dit qu'ils ont loupé la révolution, voilà. Mais puis finalement, quand on passe de l'autre côté, on entend M. Forest, on entend Dick Pourquerie, qui parle quand même de ce que tu as évoqué aussi, c'est des réactions des chercheurs. Alors, dans ton bouquin, tu parles effectivement aussi des causes profondes de ces dérives. C'est pas juste un délire en fait. Hein. C'est le fait qu'il y a maintenant un marché international à l'éducation, que les patrons d'université, s'ils utilisent, ou d'écoles, s'ils utilisent des listes plus ou moins aberrantes ou des classements plus ou moins boiteux, enfin plus que moi en général, tu l'écris toi-même, je crois, ils le font en toute connaissance de cause en fait. Parce qu'ils ont besoin de ça pour du marketing. Et le marketing, forcément, on n'a pas forcément besoin d'appuyer sa stratégie marketing sur quelque chose de solide. Mais il y a une nécessité économique qui tient effectivement aux conditions actuelles de la société contemporaine. Donc là, on se dit, effectivement, tu as peut-être raison, peut-être que c'est fichu. Peut-être qu'il n'y aura pas... Et puis à nouveau, on repense à vous. On repense effectivement à ce que vous offrez, même si c'est pas encore quelque chose qui va révolutionner. Non. D'ailleurs, c'est sans doute même pas l'objet, de toute façon. C'est pas l'objet. Mais est-ce que ça ne peut pas faire évoluer un peu les mentalités, la manière de penser rapport à la recherche et à la publication scientifique? Est-ce que probablement pas les jeunes, parce que les jeunes sont sur leur rail et doivent publier dans les revues A, puis après... Mais est-ce que ceux qui ont un peu plus de bouteilles ne pourraient pas commencer à transformer graduellement ça? Voilà. Monsieur Forest, ensuite Yves, ou... Alors non, simplement, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a au minimum deux choses très importantes qui sont en train de se passer. C'est Dora, c'est pas Dora l'exploratrice, hein, c'est la déclaration de San Francisco, et c'est le plan S. Alors je sais pas, j'ai fait l'expérience à plusieurs reprises de demander, si vous me permettez, je vais le faire avec vous, est-ce que vous savez, en levant le doigt, qui sait ce que c'est le plan S? Personne. Je ne sais pas ici, oui, bon, Yves, oui. Et Dora, la déclaration de San Francisco, oui, mais c'est tout. Alors, c'est deux choses extrêmement importantes. Dora, c'est quoi? Et le CNRS, l'INSERM et d'autres organismes ont signé Dora.
La déclaration de San Francisco dit qu'on ne doit plus tenir compte du facteur d'impact des journaux pour les évaluations. Fini. L'INSERM, le Sénat ont signé ça. Alors, de ce que j'en sais pour l'instant en commission, c'est difficile, hein, parce que c'était vraiment la base, je pense que Yves pourra en parler allègrement aussi. La deuxième chose, c'est le plan S. Il faut savoir que la France a signé, la ministre a signé le plan S, au moins en ce qui concerne les ANR, les agences qui financent la recherche, qui dit qu'à partir de janvier 2020, vous ne pourrez plus publier dans une revue qui ne soit pas en Gold Open Access, c'est-à-dire un Open Access complet, si vous avez eu un financement pour votre recherche de l'ANR, du Wellcome Trust, de la Communauté Européenne, de Bill Gates Foundation, etc. Ça sous-entend... Alors, et ça, c'est janvier 2020. Et vous voyez, vous n'êtes pas au courant, et je vous garantis que j'ai posé la question dans plein d'endroits déjà, les collègues ne sont pas au courant pour la grande majorité. Et c'est un accouchement qui va être difficile, hein, c'est moins de 9 mois, là, c'est janvier 2020. Ça veut dire, en fait, que les journaux hybrides, c'est-à-dire les journaux comme Biochimie actuellement, ça a un peu changé, justement, en prévision de ça, qui sont à la fois, c'est des journaux de société savante, qui sont à la fois derrière ce qu'on appelle un paywall en anglais, c'est-à-dire l'institution s'abonne auprès d'un grand éditeur, et si vous êtes membre de l'institution, vous avez accès aux publications en accès libre, si vous êtes membre de l'institution. Et ça fait les choux gras des éditeurs. Hein. Vous savez tous que les grands éditeurs ont des marges de type 35% de bénéfices, hein, c'est-à-dire c'est des milliards par an de bénéfices. Et puis, si jamais vous souhaitez que l'article, en plus que ça, soit en open access total, c'est-à-dire que n'importe qui dans le monde puisse y avoir accès sans payer, vous payez en plus. Et ce n'est pas l'institution qui paye, c'est le laboratoire, à partir de crédits qu'il a obtenus à différents endroits. Alors, la réaction de ça, des chercheurs, c'est de dire, mais comment ça se fait? C'est pas normal. Déjà, on engraisse les éditeurs et on paye 2 fois. L'institution paye une première fois et le labo une deuxième fois. Sans se rendre compte d'ailleurs, ça c'est un contre-argument, que le deuxième paiement est bien inférieur à celui qu'il serait s'il n'y avait que cet open access. Je vous donne un exemple. S'il faut, par exemple pour Biochimie, vous publiez, c'est derrière le paywall, vous ne payez rien. Si vous voulez en plus qu'il soit l'article en open access, vous payez 2000 €. Nature, qui est un très grand journal, etc., pour payer pour l'open access, je crois savoir, parce que je ne publie pas là-dedans, c'est 5000 €. Si Nature devait passer en open access complet, d'après ce que j'en sais, ça serait 10 à 30 000 € par article. À taux de marge constant. À taux de marge constant. Le plan S dit, fini, on élimine tout ça. On ne veut plus. En gros, le plan S dit, on ne veut plus de Nature, on veut plus de Science, on veut plus de... Alors, Cell, c'est un petit peu différent. Enfin, les grandes revues dans le domaine qui sont la biologie, la chimie, etc. Or, c'est ces grandes revues qui font en sorte que les dossiers actuellement passent quand vous êtes évalué, parce que le facteur d'impact est très élevé. Et dans les comités d'évaluation dont j'ai fait partie il y a plusieurs années, et dans plusieurs, et encore une fois, je vais passer la parole à Yves, ce qui est favorisé, c'est les dossiers de gens qui ont publié ou d'unités de recherche, etc., qui ont publié dans ces revues-là. Donc c'est une révolution complète à partir de janvier 2020, et on pourrait en parler longuement, qui est en train de se passer. Donc vous voyez que ça évolue. Donc je vais avoir un point de vue plus critique, plus négatif. Mais d'abord, je vais montrer qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. Que tu as posé un peu, pour une raison très simple, c'est qu'on confond deux choses là. On confond, et ça vous l'avez très bien fait la distinction, on confond le champ scientifique et le lieu de production et d'attestation des connaissances à travers les revues évaluées par les pairs, que ce soit revues de physique ou de sociologie ou de gestion, gérées par la communauté savante. L'autre, c'est la diffusion pour la population. On dit les citoyens payent, la rhétorique les citoyens payent, ils doivent avoir accès à tout. Et ça va nous amener au libre accès, qui est une chose radicalement distincte et qu'on confond pour des raisons que je vais expliquer
parce qu'il y a une stratégie de confusion dans le libre accès qui a été entretenue par Elsevier. J'ai dit pendant des années, vous êtes en train de vous faire rouler dans la farine. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec le rapport Fitch en Angleterre, qui a fait passer la rhétorique du libre accès, qui était uniquement, pendant des années 90 à 2010, le libre accès vers dépôt institutionnel de la dernière version. Et ça disait, laissez les revues avec un accès qui paye. On ne s'occupe pas de ça. Vous gardez le droit de le mettre en libre accès. Et donc, tout le monde doit avoir à libre accès. Quand les revues ont compris, surtout Elsevier et ces grands groupes-là, que ça, c'est dangereux, ils ont dit, OK, c'est gold. Hein, l'accès doré. L'accès doré, il faut s'entendre, c'est pas gratuit. Il y a plein de revues en accès doré maintenant. D'ailleurs, c'est ce qu'a amené les revues prédatrices. L'accès doré, c'est dire c'est l'auteur qui paye, pas la bibliothèque. OK? Donc, le plan S institutionnalise l'aspect doré. Donc, donne raison à Springer et Elsevier, qui sont morts de rire. Parce que le plan initial de Stephen Arnald, c'était libre accès vert. Moi, je mets tous mes papiers sur mon site web. Je m'en fous des compagnies, j'ai mal, qui viendront me voir. Ils ne viendront pas, parce que c'est moi qui leur fait de l'argent. Donc, ils laissent faire, c'est vous qui faites de l'argent, parce que vous publiez gratuitement, vous évaluez gratuitement notre collègue, puis ensuite, Elsevier fait 10 000 $, et pour relire l'article que j'ai évalué gratuitement, je dois payer 10 000 $. Donc, la communauté scientifique est le seul groupe social dans le monde des professions, le seul, qui est d'une naïveté infinie. Ils font tout gratuit, puis à la fin, pour se relire eux-mêmes, la bibliothèque paye 10 000 $. Trouvez-moi un groupe, les médecins, il n'y en a pas. Et même les plombiers sont plus intelligents que les scientifiques. Parce que les scientifiques marchent au capital symbolique et à la reconnaissance. Donc, Dora, qui est une belle annonce, ça me fait penser à COP 21. Hein? Macron vient signer COP 21 à Paris. On s'occupe de l'environnement. Le Canada, Justin Trudeau, on s'occupe de l'environnement avec Macron. Le lendemain, il arrive au Canada, il construit des pipelines. Parce que l'Alberta dit, nous, on a du pétrole, il faut le vendre. Oui, on va le vendre. Donc, c'est du blabla formel. La preuve, c'est dans les comités se battent, et aller dans les comités d'économie, ils n'utilisent pas les facteurs d'impact, c'est évident qu'ils les utilisent. Appelez ça revue A, B ou C, ou 2 étoiles, c'est simplement une nouvelle façon de dire la même chose. Hein? Celle-là, elle est meilleure. Est-ce que vous avez lu l'article? L'article, il y a des mauvais articles dans Nature. J'ai écrit des lettres dans Nature ou dans Science en disant, l'article que vous avez publié en bibliométrie est faux. Hein? Dans ce temps-là, ils ne veulent pas publier la lettre. Parce que la revue, une fois qu'elle a accepté l'article, ça ne tente pas de se faire dire que l'article n'est pas bon. Donc, il faut faire pression, dire, je m'excuse, mais étant un expert en bibliométrie, ça, c'est pas bon. Fait qu'ils ont fini par publier la lettre. Et l'autre a répondu en disant, merci, au fond, on dit la même chose. Non, on ne dit pas la même chose. Donc, les revues se défendent. Donc, le plan S, c'est remplacer effectivement la stratégie de double paiement des revues hybrides, qui est une forme de transition, qui est un vol, parce que tu as payé 2 fois pour la même chose, il fallait être réglé. Mais le plan S, c'est de dire on continue à payer, alors que le libre accès vert, c'est de dire on ne s'occupe pas des revues. Elsevier, vendez vos revues, il n'y a pas de problème. Nous, on fait juste mettre le dernier préprint sur le site web. C'était ça le danger. Ils ont réussi en jouant avec les mots platine, d'or. La stratégie rhétorique de n'importe qui comprend, c'est de dire OK, on parle de vert et ça est dangereux, mélangeons les gens. La preuve, c'est que j'ai vu beaucoup de scientifiques qui n'ont jamais compris la différence entre le libre accès vert, la voie verte, la voie dorée. Et là, quand on a rajouté platine, là, on a compris que les gens disent « Ah, je ne veux pas savoir c'est quoi. Moi, je continue dans les revues que je connais et je m'en contente. » Donc, je ne suis pas très optimiste sur le plan S qui doit faire l'affaire, beaucoup, de Springer qui gardent les mêmes revues, qui vont toutes devenir, comme vous dites, en libre accès. Mais le libre accès n'a rien à voir avec la question de la validité de la science, qui, elle, n'est fondée que sur l'évaluation par les pairs. Et je terminerai par être encore plus provocateur. La rhétorique du libre accès universel au nom de la démocratie et de l'accès à la science, c'est une farce. Un article sur les ondes gravitationnelles en libre accès, mon père ne le comprendra pas. Hein? Parce que c'est assez compliqué. Vous venez de dire, même en sciences biomédicales, la conversation est essentielle parce que vous faites la traduction. Et le passage de dire, bon, il y a un gros article dans Nature là, sur le cancer du sein avec OP48, c'est compliqué, on va vous simplifier ça. Et donc, l'accès universel où tous les élus ont tombé dans le panneau, comme dans le COP 21, c'est pareil, de dire tout va être gratuit. Et ça a des effets pervers sur les sciences sociales.
Parce que les associations se disent, ben voyons donc, notre revue fonctionnait, parce que les gens s'y abonnaient pour 100 $ environ. Maintenant, il va falloir que je rende tout ça en accès libre, immédiatement, ou 6 mois, 1 an, bon, laissons faire les détails. Ça a eu des effets négatifs sur des revues de sciences sociales, pour lesquelles il n'y avait pas de problème, contrairement au Centre de la nature, dont les coûts, comme je l'ai dit tantôt, étaient de 10 000 $. Donc, la rhétorique de « rendons tout universel, l'Europe est l'exemple », il n'y a personne du citoyen commun qui peut lire ni votre revue de biochimie, même pas une revue de sociologie quantitative avec des statistiques, même si le langage est moins formalisé que la physique quantique ou les ondes gravitationnelles. Donc, il y a énormément de postures. Alors, quand on les analyse froidement, il ne faut pas les mélanger parce qu'il y aura un effet pervers. Si on, et vous avez très bien fait la différence, si effectivement dans la conversation, on veut s'assurer qu'avant il y a un savoir scientifique, ça permet justement à éviter que les crackpots qui pourraient aller écrire dans la conversation ce qui est refusé dans la revue de physique, ou même la revue de gestion, ils pourraient aller dans la conversation pour dire « je viens de découvrir une nouvelle planète ». Oui, mais mon coco, si ce n'est pas dans l'Astrophysical Journal, ta planète, elle n'existe pas. Par contre, si c'est dans l'Astrophysical Journal, puis vous n'êtes pas astrophysicien, vous dites bien, si on dit dans l'Astrophysical Journal qu'une nouvelle planète existe, je fais confiance, les astrophysiciens ont vérifié. Donc, c'est crucial l'étape de l'évaluation par les pairs, et de ce point de vue, pas pire, c'est juste ceux qui ont du temps à perdre après que les publications sont faites, puis les gens sont occupés, hein, donc il n'y a pas beaucoup de commentaires par publication. Moi, je suis occupé par les commentaires papier qui étaient acceptés, relus par les pairs, sauf si je m'aperçois qu'effectivement, il y a une erreur, etc. Donc, l'évaluation par les pairs, c'est la seule façon qu'on a. Hein, c'est un peu comme la démocratie. Hein, c'est le moins pire dans tous les systèmes. L'évaluation par les pairs nous assure qu'il y a un minimum de travail, et souvent un grand travail, qui d'ailleurs n'est pas reconnu par les institutions, mais qui est crucial, c'est le fameux gatekeeper qui s'assure qu'au moins on ne laisse pas entrer n'importe qui dans la chambre. Il faut séparer ça de la diffusion que la conversation rend possible. Et là, mon père va aller lire votre article dans la conversation, mais il n'ira pas lire la revue de biochimie. Le fait d'avoir créé de la confusion, ça fait gaspiller des millions aux institutions, et ça, c'est un autre aspect, mais j'attire votre attention sur ça. Donc, je m'excuse d'être mauvais. Au contraire. Merci. Oui, je voulais rebondir sur des choses qu'on a dit, puis j'ai l'impression que la manière dont j'ai formulé ma réponse au début nous a fait partir vers les questions d'évaluation, les dérives, et oublier un peu la question de la vérité, qui était au cœur, et on y est revenu, et je voudrais réévoquer des choses qui ont été dites. Alors j'essaye d'évacuer la question de l'évaluation des classements, c'est pas facile parce qu'elle est omniprésente. Mais il y a plusieurs éléments. D'abord, ces revues prédatrices. C'est-à-dire que on voit émerger des revues qui n'ont de scientifique que le business model actuel. Alors, les revues, là où on a dit oui, il y a des articles scientifiques où on dit n'importe quoi, puis oui, mais dans des revues qui de toute façon publient n'importe quoi du moment qu'on paye. Donc en fait, il n'y a rien de surprenant. Quand on publie n'importe quoi dans une revue sérieuse, il y a quelque chose à dire, mais récemment, le seul truc qui a été dénoncé, c'était le fait qu'il y ait des revues qui étaient là que pour capter en échange de publications factices. Donc il y a ça, il y a le fait qu'on puisse publier sous des apparats, si on ne regarde pas de près, mais quand même scientifiques, et donc ayant valeur de connaissance scientifique, et quelque chose qui est lié à la vérité, des choses qui n'ont rien à voir. Il y a... Dans ce qui a été dit, deuxième chose qui me semble importante, c'est la standardisation. Tu l'évoquais avec l'article dans la RFG d'Aurélien. Et là, on a un vrai problème, je pense en tout cas en sciences de gestion, c'est que tu parlais de gatekeeper. Moi, je me suis vu, en arrivant, devenir un gatekeeper con. C'est-à-dire, j'ai au début des réactions sur les papiers en me disant c'est n'importe quoi parce que c'est le bordel. Parce que c'est vrai que quand on évalue 5 ou 6 papiers par semaine, il y a un moment où on aime bien que ce soit toujours la même structure. C'est plus facile à évaluer. Et je me suis vu au bout de 2-3 semaines, je me suis dit mais oula. Parce que gatekeeper, ça veut dire travail sérieux. Et derrière, effectivement, c'est l'évaluation par les pairs qui va estampiller connaissance valide, quoi. Enfin, c'est une connaissance scientifique parce qu'elle est publiée dans une revue scientifique, si on exclut les revues prédatrices et ce qu'on voit en sciences de gestion, c'est une standardisation. C'est-à-dire que les gatekeepers qui pourraient se saisir de la mission en disant il faut qu'on fasse vivre une diversité du débat scientifique,
ce qui était beaucoup, je veux dire, à l'origine, les revues scientifiques, le journal des savants, Philosophical Investigation, l'autorat était important. On relayait des travaux déjà existants. On relayait des notices, des articles et des ouvrages qui existaient déjà, et on portait leur existence à la connaissance des autres. Donc c'était un support de débat. Ça validait même pas, ils sont très clairs au début, ils disent on valide pas le contenu. On vous dit juste que ça existe, puis après vous allez le lire et vous faites votre travail de scientifique pour savoir si c'est bien. Le comité de lecture, ça arrive plus d'un siècle plus tard, et l'évaluation au double aveugle, c'était il y a 40 ans que c'est standardisé. Et ouais. Mais il y a cette difficulté à l'intérieur des revues, et j'essaye de ne pas connecter ça aux dérives du système, une standardisation, il y a un fétichisme de la méthode, alors ça je pense que c'est très science de gestion, il y a une dérive complète des études quantitatives, qui ont une valeur épistémologique, il n'y a aucun problème, sauf qu'elles sont utilisées de manière complètement aberrante. Alors là aussi, on publie plus vite, etc., mais on publie sous couvert d'équations structurelles n'importe quoi, et dont des chercheurs qui utilisent des méthodes quantitatives eux-mêmes confessent vers 22h, 23h, à la fin du dîner de gala, qu'ils ont pris une base de données, ils ont fait tourner, ils ont trouvé des corrélations, puis ils sont allés prendre la littérature, ils ont mis la littérature. On a un problème de standardisation de ce que c'est qu'un article scientifique, et ça, voilà, on a un problème de modalité de création de la connaissance, d'accès au monde, au réel, hein. Je fais ça un peu à la serpe, mais en standardisant la méthodologie, on standardise ce qu'on peut voir. Parce que les méthodologies ne permettent pas de tout voir. La diversité a du mal à vivre. Alors, bien sûr, c'est lié au fait que les revues de droit sont souvent anglo-américaines, parfois anglo-saxonnes. Alors, ça veut dire qu'il y a un ancrage épistémologique particulier chez les Nord-Américains par rapport à une approche continentale, et les autres approches n'ont pas le droit d'exister. Hein. Les approches africaines, asiatiques, indiennes, japonaises, elles n'ont que le droit de se conformer. Donc on a un problème, au-delà des dérives de ça, de modalités de production de la connaissance scientifique dans un certain nombre de dérives internes, évaluées par les pairs de manière sérieuse, etc., mais qui me semblent aussi problématiques. Alors je ne sais pas dans quelle mesure ça fait écho aux logiques d'évaluation, ou est-ce que le post-publication, peer review, mais moi je vois ce problème-là. On publie, enfin les Américains, beaucoup, publient quand même des trucs assez aberrants et inintéressants. De mon point de vue, alors peut-être qu'eux trouveront que mes publications sont inintéressantes. Voilà. En interne, on a ce problème de standardisation, je trouve. Là, la question, c'est quoi faire. Et une autre question qui est sur le clé, c'est est-ce que ce système d'évaluation qui est de plus en plus standardisé, comme tu le disais, est-ce qu'il peut être porté par d'autres systèmes? Parce qu'il y a, toi tu évoquais tout à l'heure l'Astrophysical Review, tu dis oui, non, quand il y a quelqu'un qui publie un papier d'astrophysique, c'est bien que ce soit passé par l'Astrophysical Review, parce que là on est sûr que c'est pas du crackpot. Ok. Et est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il y a autre chose à envisager? Et ça, c'est une question intéressante. Il faut distinguer encore là les domaines. J'ai pris un exemple précis. C'est que les physiciens ont inventé les premiers. Archive en 1991. Archive, c'est un site Internet, justement, qui permet de déposer votre première version des articles de physique. Mais pourquoi ça marche bien, alors que ce n'est pas encore évalué par les pairs? Mais c'est très simple. C'est que la porte, le coût d'entrée dans la physique, il est très élevé. Vous ne pouvez pas dire en physique, je pousse, donc ça avance. Non, non. Il faut un spectromètre, il faut un accélérateur de particules, donc le coût d'entrée est élevé. Donc ils se disent, il n'y a pas de crackpot ou 1 sur 1 million, on s'en fout. Il y en a pas. Et même là, après un certain nombre d'années, ils ont été obligés de mettre un système d'évaluation minimal en disant, il faut que quelqu'un nous dise que oui, il peut écrire dans Archive parce que l'autre a écrit dans Archive. Donc même là, ils ont mis. Donc dire qu'il n'y a aucun contrôle, ça ne marchera jamais. Donc même eux, ils ont mis un minimal. Mais il est élevé. Et donc, il est arrivé un article révolutionnaire qui a été déposé d'abord sur Archive, qui est sorti du CNRS, qui avait découvert dans l'accélérateur un neutrino qui va plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, on sait pour la théorie de la relativité que c'est impossible. Donc, c'est soit une erreur, ce qui était ma prévision, il y a un fil électrique mal branché, ou une révolution scientifique. Donc, pendant des mois, les journalistes sont excités. Un neutrino va plus vite que la vitesse de la lumière, etc. C'est sur Archive. Moi, j'ai dit, donnez 3 mois, là. Puis ils vont trouver le fil électrique qui est brisé, parce que c'est... Moi, j'ai une formation en physique, avant qu'il y ait dans l'évolution, c'est le neutrino. Je ne crois pas. Mais je peux me tromper. Évidemment, au bout de 3 mois, ils cherchaient...
On s'excuse, finalement, on a trouvé le problème, on s'est trompé. Qu'est-ce qui est arrivé? Le papier, si on avait été dans les années 70, il n'y aurait pas eu de buzz, parce qu'il n'y avait pas Internet pour le publier en préprint. Il aurait été envoyé à une revue, la revue aurait dit, on ne publie pas ça. Refais l'expérience encore, dans 3 mois, donne-nous une deuxième version. Et si dans 3 mois, tu as encore un neutrino qui va plus vite, donc c'était le slow science. Là, c'était la science rapide. Les journaux sont excités, et après le buzz était fini. Mais c'est pas grave, pourquoi? Parce qu'on s'en fout, dans la société, qu'un neutrino aille plus vite que la vitesse de lumière. Prenons la médecine. En médecine, s'il y a archive en médecine, il y a quelqu'un qui va venir vous publier un texte disant qu'il a fait une étude montrant que les vaccins, ça ne sert à rien. Et là, les journaux, dans leur ouverture démocratique, ont annoncé ça dans le New York Times. Et là, on va être dans la merde jusqu'au cou. Okay? Donc, l'évaluation par les pairs, dans le cas de la physique, c'est pour ça que c'est eux qui ont créé Archive. C'est pas les chimistes sont arrivés 30 ans après, hein, ils viennent de créer, puis les biologistes, tout récemment, ils ont créé BioArchive. Parce que c'est un peu problématique en biologie aussi, parce que si tu trouves une chose, il y a peut-être une compagnie pharmaceutique qui va dire « OK, je vais mettre 100 millions là-dessus », pour s'apercevoir qu'après ça, le 100 millions, c'est en pure perte. D'ailleurs, la reproductibilité des publications, les premiers à l'avoir dénoncé, c'est les compagnies pharmaceutiques. Pourquoi? Parce qu'eux, ils font confiance aux publications, puis ils disent « Ça, c'est bon, pourquoi 3 sur 10 ne sont pas reproductibles dans mon labo? » Ils ont annoncé, ils ont lancé le débat sur la reproductibilité des travaux en biologie moléculaire. Parce qu'ils se fondent sur les publications dans Science et dans Nature, dans The Lancet, New England Journal of Medicine, peu importe tous ces journaux. Ils regardent, puis ici, il y a un potentiel de pilule, puis ils commencent par refaire l'expérience. Et 3 fois sur 10, ils disent ça ne fonctionne pas. Donc, le peer review n'a pas les mêmes effets. C'est 7 ou 8 fois sur 10. Oh, c'est encore pire. Donc, vous, là j'étais plus conservateur que d'habitude. J'étais optimiste. Même à 3, c'est scandaleux. Donc, la reproductibilité. Mais le point à retenir, ça a été dénoncé par les compagnies pharmaceutiques eux-mêmes qui savent que ça coûte de l'argent de reproduire des choses. Et eux, ils croient au sérieux de la science. Donc, ça encourage à ralentir la science, publier moins, et donc faire moins d'erreurs, faire moins de corrigendum. Et donc, la réponse, c'est ça dépend de quoi on parle. En physique théorique, dites qu'il y a 15 univers qui sont en parallèle, ça excite les journaux, la cosmologie, et ça n'a aucune conséquence sociale. Mais la médecine, la chimie, ça pourrait te donner des choses. Donc, on a besoin encore plus de peer review là que dans le domaine de la science publique. Oui, en fait, je crois, il me semble avoir entendu 2 choses contradictoires. Justement, c'est la disputation. Hein. Oui. Le facteur d'impact, donc les grands journaux, il y a une étude qui a été faite de Brems et collègues il y a quelques années qui indique qu'il y a une corrélation positive entre le facteur d'impact d'un journal et le taux de rétractation d'articles dans ce journal. Ce qui veut dire que les journaux à fort facteur d'impact ont un taux de rétractation, c'est un pourcentage. À la limite, c'est pratiquement logique parce qu'ils publient peu, hein, donc le pourcentage peut être élevé de rétractation d'articles. Mais ça indique aussi que, alors ces articles sont rétractés parce qu'il y a des choses vraiment anormales. Je passe sur les détails dans les publications, des figures qu'on pourrait considérer comme inventées avec du Photoshop, etc., dans ces grands journaux. Hein. Donc ça, c'est un argument contre le peer review system qui n'est pas suffisant. Il y a plusieurs raisons à ça. Mais d'un autre côté, le peer review, l'expertise par les pairs est essentielle parce que, comme vous le disiez, sans ça, on peut publier n'importe quoi et ça peut conduire à des choses extrêmement graves. En biologie ou en études précliniques, ça peut conduire à des morts, ça peut conduire à des choses dramatiques. Donc, le fait qu'il y ait un site comme PubPeer, que quand même j'ai tendance à défendre, malgré ce qu'on peut entendre de délation, etc., j'ai tendance à le défendre parce que ça a fait surgir tout un tas de problèmes dont on n'avait pas vraiment complètement conscience, et c'est en augmentation exponentielle d'articles avec des problèmes. Il y a une personne qui est spécialisée dans l'analyse de figures, qui est en train de mettre à jour des choses dramatiques. Il y a des morceaux de figures qu'on retrouve dans des papiers à différents endroits en faisant croire que ce n'est pas les mêmes, etc. Et ça foisonne, hein. Et c'est sur le site PubPeer. Ça veut dire qu'il y a toute une série d'articles, et on n'en avait pas conscience, même si
soi-même, quand on est chercheur, parfois on fait des petites choses dont on sait que ça ne va pas trop, hein, mais on rentre ça dans une histoire globale, et puis on fait un peu d'embellissement. Bon, à la limite, on peut se dire c'est pas grave, mais il y a quand même une tendance. Et pourquoi il y a cette tendance? Et on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, il y a cette tendance à cause de l'évaluation. Parce qu'il faut être le meilleur, il faut être le plus fort, il faut être le plus beau pour avoir de l'argent, pour avoir la renommée, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a cette contradiction-là. Et le fait que c'est déconnecté de l'open access, je suis d'accord, mais le fait qu'il y ait soit le peer review avant publication, soit le peer review après publication, supposons qu'on n'ait plus uniquement comme système que la possibilité de mettre les articles sur un site en open access. Ça veut dire qu'on va généraliser le post-publication peer review system. Il faut qu'il y ait une revue, une expertise des articles après, mais ça peut conduire à ce que des journalistes, alors peut-être pas The Conversation qui fait ça sérieusement, mais qu'il y ait d'autres réseaux sociaux, de Twitter, etc., qui se lancent sur des choses qui sont complètement stupides, mais qui ont un retentissement médiatique. Et ça peut être dramatique. Donc on est vraiment... Il y a là une espèce de contradiction, et je crois que le système ne sait pas trop comment s'en sortir. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'en janvier 2020, le plan S est mis en route, c'est sûr. Alors, est-ce que ça va faire un flop, etc. Les modalités vont être connues dans 2-3 semaines, à ma connaissance. Parce qu'en fait, le plan S est lancé, mais l'application sur le terrain, j'arrive pas à savoir exactement comment ça fonctionne. La pensée magique. Moi, par rapport à ce qui était dit, j'aimerais bien tourner vers Didier, parce que alors, de plus en plus, effectivement, alors en physique fondamentale, on comprend rien, de toute façon personne ne comprend rien, donc quand il y a un truc qui sort, c'est parce que ça va plus vite que la vitesse de la lumière, on comprend tous, mais effectivement, dans la médecine, il y a même des universités maintenant, des grandes universités, qui ont des chargés de relations presse, qui vont chercher l'étude en médecine et disent mais est-ce qu'avec ton étude on pourrait dire que 2 verres de vin tous les 3 jours ça fait qu'on a moins de... Alors, le pauvre chercheur il dit oui on pourrait dire ça vraiment à l'extrême et résultat derrière, alors c'est vrai que BuzzFeed reprend copie-colle le communiqué etc mais alors, dans les médias sérieux et dans le milieu que tu connais vous copiez, vous faites pas de copier-coller. Donc comment vous fonctionnez pour quand même garder une distance critique par rapport à... C'est pas parce que c'est un article scientifique qu'on va le diffuser, c'est pas parce qu'ils disent que c'est cette conclusion. Est-ce que vous lisez l'article? Est-ce que vous avez des experts derrière que vous sollicitez pour vérifier des choses? Comment vous faites vous-même aussi une évaluation professionnelle quoi. C'est pas peer review, mais il y a une évaluation que vous faites derrière. Alors, pour te répondre, notre boulot, il est de deux types. D'abord, il est de repérer. C'est la première chose, donc il faut être curieux. Donc ça, c'est un truc que beaucoup de journalistes ont oublié, d'être curieux, c'est-à-dire d'être ouvert et d'aller partout. Donc ça, c'est la première chose. D'avoir les antennes bien ouvertes et d'aller partout. Repérer. Ensuite, savoir que notre boulot à nous, c'est la diffusion et le passage de l'info, mais ce n'est pas l'expertise. Même si on est spécialisé, moi j'ai été journaliste économique pendant des années, je me suis toujours interdit d'être dans une table ronde en tant que journaliste économique qui va me ramener sa science sur un truc, parce que ma science, j'en ai pas, c'est pas moi le scientifique, c'est les autres. Donc, sur quoi on s'appuie? On s'appuie sur notre réseau de sources. Premièrement, c'est-à-dire que chez moi, chaque chef de rubrique a un réseau de sources qu'il appelle une dizaine de personnes, qu'il appelle en disant « Est-ce que je peux vous envoyer un papier qu'on m'a envoyé sur lequel j'ai un petit doute ?» Ou il y a des trucs que je ne comprends pas, est-ce que vous pourriez m'expliquer? C'est-à-dire qu'on externalise l'expertise, et c'est notre boulot. Ça, c'est être curieux aussi. Hein. On va chercher l'info ailleurs, avec des gens qu'on connaît depuis longtemps. C'est pour ça que mon équipe, l'autre jour j'ai eu un stagiaire qui est arrivé et qui a dit « Ah d'accord, c'est une start-up de vieux ». Ben oui, c'est une start-up de vieux, parce qu'on ne peut pas faire le boulot de The Conversation quand on a 25 ans. Il faut s'être fait son réseau, premièrement. Deuxièmement, on n'en a pas parlé du tout, mais il y a quand même les déclarations d'intérêt. Nous, à The Conversation, on est un des seuls médias grand public
qui fait signer à tout le monde une déclaration d'intérêt. C'est pas pour dire vous avez touché du fric du labo, je vous interdis d'écrire pour nous, mais en tout cas, c'est de la transparence. Et la déclaration d'intérêt, il ne faut pas nous la faire, c'est-à-dire qu'on la vérifie aussi. On la vérifie aussi. C'est-à-dire qu'il y a des... Aujourd'hui, il y a des fichiers qui existent où on sait très bien, vous le savez, enfin, c'est pas dans le domaine vraiment des sciences de gestion, mais dans les domaines de médecine, etc., on sait qui a été invité, qui a été... Bon, bref. Et puis, tout simplement, on sait qui finance les chaires, qui finance tout ça. Bon, ça, c'est des déclarations d'intérêt. C'est le deuxième élément. Et le troisième élément, qui est très important, c'est une fois qu'on a traduit le papier, on le fait valider. Parce que dans la traduction, il peut y avoir des erreurs. Même les gens qui sont très habitués, même les journalistes dont c'est le boulot. Donc on est obsédé par ça, quoi. On est obsédé par le fait de... Quand même, sur The Conversation France, depuis septembre 2015, on a publié 8300 articles. J'en ai retiré 3. Un sur un poème sur Rimbaud, qui était soi-disant pas écrit par Rimbaud, mais enfin bon, il y a eu une discussion entre 4 profs de la Sorbonne. J'avais pas vu l'accident, c'est moi qui avais pris la... Vous voyez comme quoi il faut faire gaffe. C'est moi qui avais pris l'article et je me suis aperçu que je me suis fait rouler dans la farine par quelqu'un qui était très spécialiste de Rimbaud, mais qui avait des a priori. Bref, donc j'ai retiré le papier. Le deuxième papier, c'était un papier, c'est intéressant, où l'auteur avait dit, c'est un papier de vulgarisation d'un article que je publie dans une revue classée, sauf qu'il s'est trompé dans la date. Et donc, j'ai publié le papier avant la revue. Alors là, c'était le drame. Donc, j'ai dit, oups, je le retirais. Et ensuite, j'ai laissé un peu de temps et je l'ai republié. Mais bon, voilà. Bon, et puis le troisième papier, je ne me souviens plus ce que c'était, mais c'était un truc de détail aussi. N'empêche que 3 papiers sur 8300. Ça veut dire qu'on est obsédé par le fait de ne pas raconter de bêtises. Pourquoi ? Parce qu'on est en Creative Commons. C'est-à-dire que non seulement on est en libre, en gratuit, mais tout le monde peut venir reprendre nos articles et les publier. Le monde reprend les articles qu'on publie, à condition de le publier entièrement et de citer. Donc le monde, la Tribune, Le Point, France TV Info, Sud-Ouest, Ouest France, j'ai pas envie de me retrouver avec des papiers qui en cascade. Là, je peux plus, ça m'échappe là, je peux plus mettre d'erratum dans un papier qui a été repris par quatre autres médias. Donc on est obsédé par cette espèce de truc de dire on ne peut pas publier n'importe quoi. Donc bon, il se trouve que c'est moi qui, quand j'étais directeur adjoint du Monde, ai lancé le supplément Sciences et Techniques, qui est devenu Sciences et Médecine après. Là, c'est pareil, j'ai pris que des gens qui étaient obsédés par ça. Alors, en effet, c'est un peu du slow média. C'est-à-dire que, bien sûr, on n'est pas les premiers, en tout cas le monde sciences et techno, n'est pas le premier à reproduire un communiqué de presse d'un tel et un tel. Et quelquefois, il y a 3 ou 4 semaines entre... le communiqué de presse et le fait que le monde en parle. Mais c'est toujours pareil, quoi. Je veux dire, c'est un problème de crédibilité. Aujourd'hui, le problème numéro 1 des médias, vous le savez, c'est une toute petite parenthèse, c'est la confiance. La confiance des lecteurs. Donc, je veux dire, on est au plus bas dans la confiance dans les journalistes et dans la confiance dans les médias. Donc on a un boulot énorme à récupérer cette confiance. Donc tout ce qu'on peut faire pour récupérer petit à petit de la confiance, il faut le faire. Je voudrais ouvrir un petit peu le débat à la salle, s'il y a des questions.